Bonjour Stéphane, on va commencer par une Avril. question un peu standard, mais qui pourra intéresser ceux qui n'auraient pas forcément vu la première partie. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste la technique des pauses courtes que tu pratiques? Alors, les pauses courtes, en fait, c'est simplement la technique de l'acquisition du planétaire qu'on va adapter aux objets du ciel profond. En fait, on va faire du lucky imaging. Alors, en vérité, ce n'est pas tout à fait du lucky imaging, parce que lucky imaging, il faudrait descendre sur des temps de pause très courts. On est juste au-dessus. On va appeler ça plutôt du lucky guiding. Alors, c'est un terme qui a été vu là, sur un site, sur deux, trois sites en Amérique. Et en fait, ça exprime bien cette idée de liberté d'autoguidage. En fait, l'image qu'on va capturer, qu'on va photographier, elle va se balader assez, euh, assez rapidement sur le capteur, ce qui va nous permettre de profiter de différentes choses. Comment je pourrais dire, une photo en pose longue accumule beaucoup de flous de bouger. Alors, plus on sait les maîtriser et plus ces flous de bouger sont contenus à l'intérieur, par exemple, du photosite, donc on ne les voit pas. Mais dès qu'on va commencer à utiliser un échantillonnage un peu plus serré, tous ces détails, tous ces flous de bouger vont commencer à apparaître. Alors, le Lucky Imaging, en fait, ça va nous permettre simplement de sélectionner les images qui sont bonnes des images qui sont moins bonnes. Et à partir de là, on fait un tri, on cumule le tout et on obtient une image. Et ça, est-ce que ça demande un matériel spécifique? Non, je pense même que ça ouvre la possibilité des instruments pour photographier le ciel. Alors, bien sûr, ça dépend en fait comment on va s'approprier les poses courtes. Si on recherche la résolution, évidemment, là, il faut du diamètre parce qu'il faut de la lumière si on veut poser court. Par contre, si on prend plutôt l'idée en tête, enfin, on va se dire plutôt qu'on va faire de l'image basique, disons, enfin plus accessible. Là, on peut utiliser en fait n'importe quel type de matériel. On va pouvoir même éliminer la partie autoguidage. Mhm. Donc, ce qui permet du coup de la possibilité d'ouvrir, d'avoir des instruments qui sont, par exemple, je pense à un Dobson, c'est vraiment peu adapté pour faire de la photo du ciel profond, du moins en sortant du sentier test. Euh, donc là, avec ce type de capture, on peut vraiment faire des photos très intéressantes avec des Dobson. Par exemple, on peut se libérer aussi de la contrainte d'une mise en station parfaite. Quelqu'un qui se retrouve sur un balcon qui n'a pas le nord, enfin qui a difficilement le nord, qui va passer du temps pour essayer de faire une mise en station avec différents paramètres, ça peut vraiment raccourcir les nuits, parce que du coup, on va passer une heure à faire une mise en station, alors qu'il va nous rester plus que 2 heures de ciel noir pour pouvoir faire la photo. Les poses courtes peuvent répondre à ce genre de truc. En fait, on pose l'appareil sur la monture et on capture. C'est Oui. vraiment une adaptation du planétaire, quoi. Et au niveau des caméras? Parce que Euh, j'imagine que toutes les caméras, il faut des caméras capables quand même voilà, d'envoyer des toutes les fichiers assez caméras. vite. Voilà, c'est les caméras CMOS de dernière génération qu'il faut. Donc, à partir de 2015-2016, on commence à avoir des caméras intéressantes pour pouvoir faire ce genre de photos. Il faut utiliser des caméras CMOS. Les CCD, voilà, comme tu disais, le temps de captage, enfin, l'image arrive sur le capteur et ça arrive sur le disque dur. Donc là, on va dépasser plusieurs secondes, je crois. Et là, c'est pas possible de faire de la pause courte. Donc là, il faut du CMOS qui répondent un petit peu à ce débit important, quoi. Toi, tu le fais à partir connecté à un ordinateur avec un logiciel particulier Oui, ou... j'utilise Fire Capture ou SharkCap. J'ai deux logiciels qui Ouais, sont. donc on est vraiment sur toute la chaîne du Ah oui, planétaire oui, en fait, hein. ouais, oui. Mais parce que je viens du planétaire, en fait. En fait, j'ai adapté ma façon de faire sur des objets qui étaient quasiment invisibles sur un capteur habituel, quoi, hein. Et alors d'ailleurs, ça m'a une question. Qu'est-ce qui t'a amené à passer du planétaire vers le Lucky Imaging au niveau du ciel profond? Je suis parti en fait du planétaire parce que je n'avais plus du tout accès aux planètes. Et après, je me suis intéressé aux objets du ciel profond. J'ai essayé de faire de l'autoguidage, enfin des systèmes de longue pause, mais j'avais pas du tout le matériel adapté pour ça. J'avais commencé par un 250 sur une EQ5, Ouais, avec puis quelle après caméra derrière? j'avais une 314, une Atik 314L. Mhm. Donc là, j'ai essayé de faire un petit peu de ciel profond. Moi, j'ai eu des résultats, mais ça m'intéressait pas trop parce que je voyais à peu près la même chose sur les forums. Cette image qui se répétait de M42, de M31. Je m'intéressais vraiment à des objets qui étaient particuliers, qu'on ne voyait pas beaucoup. Et je ne pouvais pas les faire, enfin, du moins, pas avec mon matériel, quoi. Donc après, je suis passé à 300 pour pouvoir justement faire du planétaire un peu plus, enfin, avec un peu plus de résultats, quoi, si on peut dire, quoi, surtout sur des planètes un peu particulières comme Uranus ou Neptune.
Et puis après, j'ai vu qu'en fait, le ciel profond en pause rapide commençait à venir et je me suis engouffré dedans. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant et puis limite magique, en fait. Parce qu'on voit vraiment la cible apparaître sur son écran. On se demande ce que c'est. Puis après, avec les traitements, on arrive à révéler certains détails. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors, on va mettre une vidéo justement qui va illustrer ça, parce que quand tu commences à capturer sur une brute Ouais. individuelle, donc on parle de combien de temps de pause? On est sur quoi? Eh On est sur ben, une demi-seconde? On est sur une oui, seconde? C'est quoi? si je reste sur mon foyer, au foyer de mon télescope, c'est-à-dire un 300 mm f4, donc 1200 mm, avec une petite caméra qui possède des photosites de 2,9. Donc là, j'ai un échantillage de 0,608 à peu près, hein, je ne sais plus trop exactement. Donc là, entre une seconde, entre 2 et 3 secondes. Voilà, entre une seconde et 2 3 secondes. Dès D'accord. que je vais resserrer mon échantillonnage, plus je vais descendre mon exposition. Et là, effectivement, je suis plutôt entre une seconde et 500 millisecondes. Puis après, dès que je veux détailler le cœur des nébuleuses planétaires particulières qui sont bien lumineuses, là, je peux descendre en dessous de 500 et là, je vais jusqu'à 300, 250 millisecondes. Je crois qu'une fois, j'avais fait 100 millisecondes. Non, une fois, j'avais fait 50 millisecondes pour le cœur du trapèze de M42 pour détailler D'accord. certaines étoiles. Mais alors, du coup, quand tu regardes, quand tu vois tes brutes apparaître, tu vois rien. Et ben voilà, c'est pour ça que j'ai une petite vidéo là Hein. qui montre, qui exprime bien ce phénomène-là. Ce que nous voyons à l'écran, c'est une pause unitaire d'une seconde de M1. Donc la nébuleuse commence à apparaître, mais c'est très très léger. Après, au bout de 5 secondes, on voit déjà la forme de la nébuleuse. 60 secondes, on améliore le rapport signal sur bruit. La nébuleuse se détache nettement du fond. Donc là, j'ai 1 heure et demie de pause, un petit peu plus. Donc le rapport signal sur bruit est encore amélioré et on peut vraiment travailler maintenant dessus pour améliorer les détails. Donc là, il y a un petit peu de déconvolution pour faire apparaître les détails. Puis là, j'ai rajouté 4 heures, je crois. Donc là, la nébuleuse, on la voit parfaitement. Il y a eu de la déconvolution. Là, j'ai rajouté la couleur par-dessus avec une autre caméra, l'ASI 224. Pour ensuite finir un petit peu le fond et améliorer les étoiles. Ce qui est intéressant avec les pauses courtes, c'est qu'on va pouvoir détailler le cœur. Ici, on va pouvoir détailler les ondes de gravitation. Phénomène causé par le pulsar qui se trouve au milieu de l'image. Avec les pauses courtes, on va pouvoir détailler justement ce cœur et faire apparaître des détails qui peuvent passer inaperçus en longue pause. Alors, tu parles de déconvolution, tu traites avec quoi? Avec PixInsight ou Non, je d'autres traite logiciels? non, je reste qu'avec des logiciels planétaires. D'accord. Astrosurface, par exemple, Mhm. il est vraiment taillé pour faire la révélation de détails, alors les ondelettes, la déconvolution, le traitement du bruit, tout ça sur un même onglet. On peut paramétrer beaucoup de choses en temps réel pour pas justement aller dans des artefacts un peu trop visibles. Alors, ce que je fais généralement, c'est que je traite assez enfin, j'ai un traitement assez poussé au niveau de la nébuleuse, par exemple, enfin de ma cible. Puis, euh, et puis après, avec Photoshop ou avec GIMP, je, je, je cale mes deux photos, l'une par rapport à l'autre, et j'efface mes étoiles qui peuvent être un peu trop traitées, parce qu'une étoile surtraitée, ça fait un œil, ce qu'on appelle un œil de Merlan. Mhm. Donc, on voit vraiment un tour noir autour d'une étoile blanche qui est saturée. Euh, du coup, on perd l'information de couleur. Enfin, il y a beaucoup d'informations qu'on peut perdre. Donc, c'est surtraité. Donc là, en fait, je vais faire plutôt un traitement poussé sur la nébuleuse, sur la cible. Et sur mes étoiles, je vais rester plus soft. Donc, en fait, je vais me servir de calque. Ça fonctionne qu'avec des caméras couleurs ou ça peut s'envisager avec des monos, ça? Ah, j'ai les deux, hein, caméra couleur Ouais. et caméra mono, hein. Parce La que l'intérêt de la couleur, mono, c'est que tu dois avoir une sensibilité supérieure, donc vraisemblablement euh, pouvoir capter des petites choses en plus. oui, il y a Pas. ça. Ouais. Il y a ça. La meilleure pour l'instant qui reste pour les pauses rapides, pour les pauses courtes, c'est la 290 monochrome, que ce soit chez Asie, Cache Y ou enfin, différents l'IMX 290, c'est vraiment très bien. Parce qu'en fait, au niveau du bruit, il y a le bruit de lecture qui est très important. C'est même d'ailleurs la qualité première quand on doit choisir une caméra pour faire les pauses courtes. C'est le bruit de lecture.
Donc la 290, elle est vraiment très très bien pour ça. Mais en plus, le fait qu'elle gère très bien l'ample glow, enfin différents défauts qu'un capteur peut avoir. Euh, L'anglo, c'est en fait le capteur qui va chauffer, enfin toute l'électronique qui va chauffer le derrière du capteur, ce qui fait qu'on verra des petites lumières phosphorescentes, disons, qui vont apparaître autour, enfin surtout sur un côté, et qui sont assez faciles à enlever au niveau des darks, mais disons que plus on a une image propre et plus ce sera facile au niveau du traitement, quoi. Donc la 290, c'est très bonne. Et après, j'utilise une caméra couleur pour apporter l'information couleur. Et aussi, par exemple, là, j'ai mis une dernière, là, c'est basé sur un IMX 464, 462, je ne me rappelle plus, enfin 464. C'est un capteur qui est assez grand, qui a une super sensibilité dans les infrarouges. Donc, ça me va permettre d'avoir des détails un peu plus pertinents sur des objets qui sont cachés par des nuages, par exemple. Je pense à l'œuf du cygne. C'est une proto-nébuleuse planétaire. On a besoin j'avais envie de détailler le cœur et justement avec les infrarouges, on peut aller un petit peu plus loin. Disons qu'on va s'éloigner, on va rendre les nuages un peu plus transparents, quoi. Ça demande un ordinateur quand même avec du disque dur dans tous les coins et un peu puissant au niveau de la capture. Alors au niveau de la capture, il faut de la capacité et de la mémoire vive pour pouvoir parce que en fait j'aime bien capturer et en même temps traiter. Disons que la nuit précédente, j'aime bien traiter pendant qu'il fait une capture sur une cible, sur une autre cible, ou sur même la même cible. Généralement, je fais plusieurs cibles dans le mois. Enfin, je fais la même cible dans le mois, mais dans la nuit, je fais plusieurs cibles. Et puis après, je recoupe toutes mes nuits qui correspondent à la même cible pour pouvoir obtenir une image. Je ne sais pas si tu as bien suivi. Oui, oui, j'ai suivi. Ouais. Et alors, du Et, coup, là, on a vu passer derrière toi une photo d'une terrasse avec trois oui, piliers. c'est mon setup en fait là D'accord. je montrais euh, le télescope, c'est un 300 mm posé sur une EQ6. Donc pour faire du ciel profond, c'est pas du tout ce style de matériel que je vais préconiser pour un débutant parce que c'est trop lourd. Faut un équilibrage vraiment parfait. Alors Mhm. qu'avec les pauses courtes, on peut s'éloigner de tout ça, en fait. Du moment que que l'équilibre entre le télescope et puis les poids sont bien, euh, du moment qu'on n'utilise pas d'autoguidage, parce que c'est l'autoguidage, en fait, hein, qui vont abîmer la monture quand la monture est sous-dimensionnée par rapport au Ouais, tube. quand elle est en surpoids, ouais, ouais. Voilà, avec le porte-à-faux, avec différents trucs. Et, l'instrument va tout faire pour rester au même point. Euh, voilà, et la monture, il faut qu'elle suive, quoi. Il y a des flexions et tout. Donc j'ai vraiment un télescope, enfin, j'ai vraiment du matériel adapté au coplanétaire. Mais aux pauses courtes, du coup, parce que c'est ça, quoi, en fait, l'intérêt, quoi. Alors, du coup, ça m'amène aussi à une autre question par rapport à ce que tu disais. C'est on a vu passer tout à l'heure, et on va la revoir derrière toi, M51, puis je la mettrai à l'écran. Ça représente combien d'heures de pause? Parce qu'au final, même si tu fais des pauses courtes, on reste sur une importance du temps global de Oui, pause. oui. Bah, de toute façon, c'est le temps global qui compte. Là, pour M51, de tête, je crois que je suis à 5-6 heures. 5-6 heures D'accord. finies. Donc, en fait, ça représente. Alors, je ne sais pas si M51, je ne sais plus de quel. En fait, j'ai commencé à faire plusieurs nuits d'affilée sur le même objet depuis peu, parce que j'améliore vraiment le rapport signal sur bruit. J'améliore aussi mes étoiles au niveau de la rondodité. Et puis, je sélectionne, parce que n'empêche que d'une nuit à l'autre, le seeing peut être vraiment différent. Même si je fais un tri hein, sur une nuit. Pendant un temps, je me disais, bon, je capture sur ma nuit et je vais sélectionner mes meilleures images de ma nuit. Puis après, même si je tombe à 5-10%, j'obtiens quelque chose de valable. Donc, en fait, ce que j'arrive à obtenir sur pas mal de mes photos, c'est je sélectionne les meilleures nuits. C'est le fait d'être obstiné sur cette façon de faire. Je me focalise sur la même cible. Je me dis, tiens, je vais faire. La dernière, c'était 7826. Et donc là, j'ai passé plusieurs nuits, puis j'ai sélectionné ma meilleure nuit. Et, euh, et à l'intérieur, j'ai eu un meilleur tri. Donc en fait, ce qui est intéressant, enfin ce qui est important, c'est d'avoir un temps de pause global important, donc moins 4-5 heures, mais sorti le meilleur jus de plusieurs nuits. Donc en fait, ça représente quand même plus 30-40 heures. Non, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça veut dire que le temps que tu gagnes, par exemple, sur des problématiques d'autoguidage et compagnie, Ouais, ouais. finalement, il se déporte sur de l'acquisition Ah pure. oui,
Oui, oui. Voilà. Et ça, ce serait la prochaine évolution. C'est-à-dire que les logiciels, s'ils seraient capables, qui serait intéressant, justement, c'est qu'ils peuvent sélectionner des images qui soient meilleures que d'autres, et du coup, on capture que les bonnes. Et ce qui fait qu'au niveau du traitement, on gagnerait un temps fou, quoi. C'est Et que là, en fait, ouais. comme je suis limite pas, il y a très peu enfin, il y a du monde qui font des pauses courtes, mais il y en a peu qui arrivent à obtenir des résultats. Et à chaque fois, j'essaie de tirer le meilleur pour dire, mais c'est possible de faire ça, faut y aller. Donc, en fait, j'essaye toujours d'aller au maximum. Mais je pense que déjà, avec un pas en arrière, même deux pas en arrière, on obtient des choses vraiment très intéressantes, tu vois. Il y a une communauté Mm. d'astrophotographes qui Photographe. sont le key guiding, le key imaging ou Oui, j'en connais quelques-uns, mais on ne fait pas partie d'une communauté. Mais disons que il y a JF Bax, Albéric de Bonnevie, enfin XS-Man. Enfin, il y en a plusieurs qui font vraiment de la pause courte. Et, mais en fait, il n'y a pas une communauté. On ne fait pas partie d'un groupe, d'une team, d'une équipe, quoi. Disons, je pense que ça viendra peut-être plus tard, quoi. vous avez beaucoup de demandes de gens qui veulent s'y mettre et qui se tournent Oui, vers toi à travers ton blog, par exemple, ou qui te contactent ouais. pour ça. Oui, oui, j'ai pas mal de monde. Mais après, c'est ça, c'est comme tu viens de le souligner, c'est le temps passé au niveau du traitement. Ben, des fois, ça peut un peu, on recule un peu, quoi. Disons que il faudrait optimiser ça. Mais comme je disais, en fait, ça dépend comment on aborde les pauses courtes. Si on se le fait un petit peu, ben, ce soir, j'ai 3 heures à faire. Euh, euh, je peux aller, je peux prendre la voiture puis aller faire 50 km, poser mon télescope dans un coin qui est génial, mais j'ai pas 1 heure pour faire une mise en station nickel. J'ai pas envie de passer une demi-heure pour faire un autoguidage nickel. Ben, les pauses courtes peuvent répondre à ça. Donc, c'est rapide au niveau de la capture, bon, ça on l'a bien vu. Puis après, au niveau du traitement, ben, ça dépend des contraintes qu'on peut se donner, quoi. Moi, je veux le meilleur, mais après, si on se donne un tout petit peu moins de je ne vais pas dire d'excellence, mais de, si on veut aller un peu D'exigence. de D'exigence, d'exigence. c'est Voilà, ce que chercher le nous mot, expliquaient exactement. Ouais, un peu moins Mathieu, d'exigence. Jean-Baptiste et Aurélien c'est quand tu Voilà. Si parlais de on la veut courbe de progression et de l'envie voilà. d'avoir plus en résultat. Ouais. Et s'il y a un petit peu moins d'exigence, on arrive à obtenir des choses vraiment très, très enfin, super, quoi. Et puis assez rapidement, Et assez finalement, en rapidement, termes de oui, temps de oui. travail. Il faut juste avoir Euh, le bon matériel, quand même. quelques-uns de nos camarades Astram qui regardent nos émissions et qui t'ont vu dans Star Party. Stéphane notamment se demandait comment tu gères les darks. Combien de darks suffisent quand on va chercher 10 000 pauses de 1 seconde Ah, j'avais fait un test. Au début, je faisais 1000 ou 1500 d'arc. Un truc de. Enfin, je passais, Oui. disons, voilà. Et après, je me suis dit, bon, je vais réfléchir autrement. Bah, disons que j'ai pas les connaissances pour pouvoir me dire, tiens, le fait de faire ça, ça ferait ça au niveau de mathématiques, au niveau de la connaissance du capteur, de la lumière, de tout ça. J'ai pas ce bagage-là. Du coup, je vais dire, je vais passer par la pratique. Alors, je fais 1500 d'arc. Bon, ok, j'obtiens un bon résultat. J'en fais 1000, j'en fais 500. J'obtiens toujours un bon résultat. J'en fais 100. C'est toujours nickel. Donc, en fait, je vais dire que ce qu'il faut, c'est entre 100 et 200 darks suffisent largement. Mhm. Euh, Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser des darks automatiques qu'il peut y avoir dans le logiciel de capture. Ce qui est important, c'est de suivre le delta de la température exacte du capteur. Moi, je n'ai pas de caméra refroidie. En fait, c'est une Mhm. basique caméra planétaire. Donc, en fait, dès que mon delta de température dépasse 1 ou 2 degrés, hop, je rebalance une série de captures. J'ai une roue à filtre et dedans, j'ai un filtre dark. Donc, dès que je vois que ma température baisse ou augmente, hop, je fais une petite session de 100 ou 150 dark. Et voilà, j'ai une petite bibliothèque de la capture présente. J'ai pas besoin d'avoir. En fait, j'ai même pas de bibliothèque en sens comme en pause langue où on a Oui, on fait nos les 20 120, degrés. 180, et puis tous Voilà, les ouais. à -20, Non, moins non, c'est 10. pendant ma capture, tac, je me fais en début, au milieu et en fin de capture, en gros. Enfin, au début, disons que par exemple en automne, la température baisse assez vite. Donc je le fais 3, 4 fois. Puis après, un petit coup au milieu de nuit, puis à la fin. Puis entre-temps, je dors quand même. Ouais, bah, tant qu'à faire. Autre question, Stéphane, et qui est effectivement intéressante, même d'un point de vue technique, pour ceux qui voudraient s'y mettre ou essayer après t'avoir écouté. Est-ce que le gain et le temps de pause peuvent s'estimer en fonction de la magnitude apparente et ou de la composition? Par exemple, est-ce qu'une nébuleuse en émission se gère de la même façon qu'une nébuleuse en réflexion? Je pense que ça doit se gérer exactement pareil. Ce qui est important, ça va être la magnitude de surface.
En fin de compte, on va faire une première session de capture. Sur le capteur, pendant le logiciel de capture, on va voir par exemple M1. On la voit apparaître, mais c'est une légère tâche. On se dit qu'il faut pousser le gain, l'exposition. Et en fait, ça, c'est une erreur. En fait, si elle apparaît un tout petit peu, du moment qu'on utilise les bonnes caméras avec le bon faible, enfin avec un faible bruit de lecture, et ben après, au bout de 2 heures de traitement, enfin d'empilement, on obtient notre nébuleuse. Et donc M1, c'est un rémanent, et il y a beaucoup enfin, ça se dégage au niveau du H-alpha. On peut tout faire. En fin de compte, on peut photographier tous les objets. Ouais, mais parce que dans l'exemple que tu prenais, est-ce qu'on a besoin de pousser le gain Non, non, non. à Le fond de la gain, caméra ou est-ce qu'on n'y touche pas, quoi? non, non, on n'y touche pas. Le gain, il est là juste pour se dire qu'on va aller descendre dans le faible bruit de lecture. En fait, le gain, plus il sera élevé, plus on a le bruit de lecture qui est bas. Ouais. Voilà. Mais par contre, si on le met enfin, si on donne trop d'importance au gain, ça va être les logiciels de traitement qui vont être en galère, en fait, parce qu'ils vont plus faire trop la différence entre une étoile, parce qu'en fait, il faut une étoile guide pour bien stabiliser le tout, et un point chaud qui va se balader. Alors, ça va être un cafouillage, ça va être très difficile pour le logiciel de traiter, quoi, en fait. Les offsets bias sont-ils vraiment pertinents avec autant de clichés à empiler et moyenner et surtout avec un rapport signal-bruit aussi bas sur Non, chaque brut? non, non, je fais pas d'offset. Ils sont incorporés dans les darks, en fait. Alors là, on va rentrer encore un peu plus dans la technique. Si l'on peut ajouter du détail grâce à l'IR850 à une série faite à la cam couleur, comment pré-traiter et gérer l'empilement, plus spécifiquement avec Cyril, me demande-t-il. Mais est-ce que tu Ah, alors utilises ça, c'est Cyril? oui. Disons qu'il faut déjà une caméra qui est capable de gérer l'IR742. Donc, je pense que ça va être l'ASI 224, je crois. Elle a une très bonne réponse dans l'infrarouge. Mais en Ouais. fait, c'est au niveau de la balance de la capture. Moi, ce que j'essaye de faire quand je capture en infrarouge avec une caméra couleur, j'équilibre mes, ma balance, rouge vers bleu, environ entre 60 et 70%. J'obtiens à l'écran en fait une image noir et blanc quasi, avec une légère teinte orange. Et en fait, mon logiciel de traitement le gère parfaitement. Il ne fait aucune différence en fait entre une image infrarouge qu'une image couleur ou prise en ultraviolet. Alors, la dernière question qu'il pose et qui est aussi très intéressante, peut-on s'affranchir de la trame qui apparaît parfois lorsqu'on a beaucoup de pauses et une mise en station imparfaite sans faire de dithering? Oui, c'est ce que j'ai. Il faut que naturellement on possède une erreur périodique assez importante. Donc en D'accord, fin de compte, qui va voilà, jouer le rôle du dithering. voilà, oui, exactement. Donc, plus une mise en station légèrement perfectible, disons que un petit peu avec un léger décalage. Et quand j'ai de la trame qui commence à apparaître sur une première capture de nuit, eh ben, j'ajoute ma deuxième nuit et une troisième nuit avec un décalage légèrement différent, par exemple de la mise en station. Et par recoupement, j'annule toute cette trame, quoi. C'est vrai que c'est vraiment un point négatif, quoi, la trame en pause courte. On a parlé de ton rapport effectivement au Lucky Imaging. Qu'est-ce qui t'a amené à l'astronomie et à l'astrophotographie? Oh, Est-ce ben, que c'est Saturne comme plein de gens? exactement, c'est Saturne comme plein de gens. Mais après, j'ai arrêté. J'ai préféré d'autres. J'avais une autre passion, c'était la pêche. Donc, je suis parti 14 ans, 15 ans. Voilà. Mais surtout, c'est quand je voulais faire de la photo. Ben, en fait, voilà. Euh, L'astronomie, c'est super. J'adore regarder tout ça. Mais à cette époque-là, j'expliquais à mes parents, par exemple, ah, venez voir, on voit la Saturne avec les ados. Alors, ils regardaient, mais le temps qu'ils regardent, ils mettaient un coup de coude. Hop, ils avaient perdu. Voilà, il fallait remettre le truc. J'avais une petite lunette de 66 mm. Enfin, c'était impossible à montrer. Je me suis dit, ben, je vais faire des photos. Mais l'argentique, à ces moments-là, faire de l'astrophoto en argentique, c'est pas la même. Non. Temps de pause global égal au temps de pause unitaire, c'est pas top ça. Enfin, pour un jeune de 14 ans, du moins, moi, j'étais pas du tout là-dedans. Donc, j'avais stoppé le truc. Puis après, quelques années plus tard, quand je suis parti, c'était en Amérique du Sud, j'ai redécouvert le ciel. C'était il y a une vingtaine d'années. Et là, voir la Voie lactée qui éclaire mes pas, dans la forêt. J'ai trouvé ça, mais c'est hallucinant. Et j'ai relevé la tête et c'est en fait, deuxième claque que je me suis prise, en fait, c'est de voir la Voie lactée dans un ciel comme ça, magnifique. Et je me suis dit, il faut que alors, c'est bien de le dire, mais je voulais le faire voir. Donc là, en plus des appareils photo, j'avais. Non, c'était un caméscope numérique. Donc là, on captait absolument que dalle. Et j'avais un Sony. Et j'avais pris quelques photos. Et à partir de là, j'ai poussé le truc plus loin, de plus en plus loin.
Et puis à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire quand on habite en ville? Ben, faire du planétaire. Alors c'est mignon parce que tu racontes cette histoire de toi enfant appelant tes parents pour dire venez voir, on voit la Ouais, planète et ses anneaux. Ça veut dire que le fait de passer à l'astrophoto, ça a été pour toi une volonté de partager ça. Tu avais oui, envie de le montrer, tu avais, ouais. l'impression que toi, tu avais eu accès par ta curiosité à quelque chose que tu voulais vraiment que le plus grand Ah, monde voit. oui, 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 mais qui était assez difficile à voir en fait, parce qu'il faut être dehors, faut regarder, savoir, faut comprendre un peu, enfin disons comprendre. Euh, faut qu'il y ait quelqu'un qui explique un petit peu. C'est-à-dire que l'astronomie, c'est bien, mais si on ne sait pas de quoi, qu'est-ce qu'on regarde, on s'en lasse assez vite, quoi. Les gens vont regarder un peu la Lune, un peu Saturne, mais dès qu'on va faire voir une galaxie à l'oculaire, on voit juste une petite tache qui apparaît. C'est assez difficile de faire ressentir une émotion si on n'a pas dans la tête euh, Une qu'est-ce qu'on regarde. conscience de ce qu'on regarde. Voilà. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, eh ben, la photo, bah, ça peut apporter vraiment un plus là-dessus, quoi. Le fait de faire des photos, est-ce que, je sais pas, tu les exposes? Est-ce que tu Oh, animes des soirées dans des clubs? Est-ce que d'ailleurs tu fais partie d'un club non, je ne fais pas d'astronomie? partie d'un club. Non, je ne fais pas partie d'un club. Dans le coin, j'en ai peut-être deux ou trois. J'avais commencé, mais j'avais des contraintes. Moi, je ne suis pas trop dans les contraintes et tout. Donc, et c'était au début de ce que je faisais. Et, euh, et puis, en fait, c'est les forums, Internet, le fait de partager sur Internet, c'est top, quoi. Parce que j'ai pu progresser assez rapidement, justement, en regardant les photos bah, de Jean-Baptiste, de Thierry Legault, des livres. Donc, j'ai appris avec ça. Puis, et en fait, on a envie de partager. Mais après, dans des clubs, je me suis dit, j'étais pas trop partant pour les clubs et tout. C'était assez compliqué. Enfin, il y avait trop de contraintes. Voilà. Et puis, on m'a appelé là pour justement faire une présentation pour les pauses courtes là, il y a 2 ans, juste avant le Covid, enfin avant Ouais. que ça explose dans tous les sens. C'était pour un club de Vendée. Mais là, j'ai trouvé ça génial de l'expliquer en réel, de rencontrer des astrophotographes, des astronomes, enfin, c'est super, quoi. Donc, du coup, après, euh, ça me donne envie maintenant de partager plus en direct, quoi. Enfin, oui, en direct. Bah oui, mais c'est ce qu'on va, écoute, on va Ouais, espérer que c'est d'abord cette vidéo donne envie à plein de gens de ouais. s'y mettre. Et puis on va mettre évidemment en incrustation l'adresse de ton blog par lequel on peut te joindre, j'imagine, pour si on a des questions à te poser. Bah, disons que sur les forums, déjà, je suis assez présent, quoi. Après, on pose assez souvent de questions. J'y réponds, j'ai avec plaisir, quoi, parce que c'est vraiment super, quoi. Bah ouais, non, mais on sent cette Ah. passion, Stéphane. Elle est communicative. Ouais, ouais. Et tu vas avoir droit aux dernières questions auxquelles tous les astrophotographes qui se sont prêtés au jeu avant toi ont eu droit. Est-ce qu'il y a eu dans ton histoire personnelle un film, une série, un bouquin qui soit en lien avec l'astronomie ou la SF, quoi que ce soit, qui t'ait marqué et qui ait peut-être fait partie un peu de ton trajet vers le ciel? Ah, oui, il y a Hyperion euh, de Dan Simmons, le fait qu'il voyage dans tous ces mondes et puis d'avoir une fenêtre, une planète et d'avoir une porte-fenêtre, une porte sur différents mondes en temps réel. Eh ben, ouais, ça, j'ai trouvé ça, c'est génial, quoi. Et, euh, et quand je fais une capture, mais c'est marrant parce que quand je fais une capture d'une nébuleuse que je connais pas du tout, j'ai jamais vu, j'ai toujours une petite pensée de Dan Simmons. On ouvre sa porte, il est face à une étoile qui va exploser. Enfin, j'ai trouvé, ouais, il y a ce livre-là qui m'a vraiment touché. Bon, Star Trek, mais ça, ouais, ça me fait voyager. Non, mais à chaque fois, mais c'est surtout Ne une nouvelle rigole pas, question. c'est pas celui qu'on me cite le plus souvent, hein, Star Ah Trek, oui, étonnamment, alors que c'est quand même la série d'exploration spatiale dans ah oui, l'absolu. ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est ça, c'est dans l'exploration, à chaque fois, je vois. Alors, il y a les histoires, il y a tout ça, c'est intéressant, mais moi, je regarde surtout, c'est les alentours, quoi. Et, quand ils rentrent dans ces nébuleuses inconnues. Bah, tu sais que le nom Astrofleet, quand on a créé l'équipe avec les copains, Ouais, c'est pour était ça. un pur clin d'œil à Starfleet, Ouais, justement du fait que chaque ouais, photo est un voyage vers un nouveau monde inconnu. Donc, ouais, donc je ne peux que valider ouais. le choix de Star Trek avec grand plaisir. Merci beaucoup Stéphane. On va Et inciter tous c'est ceux moi, je te qui remercie. auront suivi notre entretien à se rendre sur ton blog et à voir un peu ton travail. Ils auront évidemment vu pas mal de tes réalisations pendant qu'on aura discuté tous les deux. Si Stéphane n'est pas l'incarnation de l'enthousiasme, nous ne savons pas ce qui peut l'être.
Encore merci à lui d'avoir partagé son expérience et ses techniques qui, nous l'espérons, sauront vous être utiles et vous donner l'envie de tester le Lucky Imaging pour le ciel profond. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Astrofleet.